Tidit, tidit, tidit. Vais-je avoir du monde ce soir? Hop là, salut et bonjour et bonsoir. On poursuit la lecture du roman de Jules Verne, Claudius Bombarnac. On va peut-être même le finir ce soir. Je ne sais pas, on verra. On en est au chapitre 24 sur 27. Il reste 4 chapitres à lire. Donc je fais un résumé de ce qui s'est passé. Notre ami Claudius Bombarnac, un reporter français qui est en direction vers Pékin en Chine pour faire des reportages, écrire des chroniques pour son journal qui s'appelle Le XXe siècle. Dans les chapitres précédents, il voyage en train, il a été attaqué. Finalement, ils s'en sortent indemnes. Voilà, on en était à peu près là. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Donc, dans le train, il y a quand même un trésor chinois qui est transporté, qui est ramené à Pékin. On a un Américain et une Anglaise qui se sont mariés, plus pour les affaires que pour l'amour. Et on a notre passager clandestin qui voyage caché dans une caisse qui veut rejoindre sa fiancée à Pékin. Salut, Charman Timbois. Alors on y va, chapitre 24. Depuis Lancheu, le railway dessert un pays remarquablement cultivé, arrosé de nombreux cours d'eau et assez accidenté pour nécessiter de fréquents détours. Aussi les ingénieurs ont-ils dû établir plusieurs ouvrages d'art, ponts et viaducs, ouvrages en charpente d'une solidité douteuse, et le voyageur n'est guère rassuré quand il sent ses tabliers fléchir sous le poids du train. Il est vrai, nous sommes dans le céleste empire, et les quelques milliers de victimes d'une catastrophe de chemin de fer compteraient à peine au milieu de ces 400 millions d'habitants. Coucou Abraham. D'ailleurs, nous dit Pan Chao, le Fils du ciel ne va jamais en chemin de fer. Allons, tant mieux. À 6 heures du soir, nous arrivons à King Cheu, après avoir suivi pendant une partie du trajet les contours capricieux de la Grande Muraille. De cette immense frontière artificielle, élevée entre la Mongolie et la Chine, il ne reste plus que les quartiers de granit et de quartz rougeâtre qui lui servaient de base, sa terrasse en briques avec parapet de hauteur inégale, quelques vieux canons rongés de rouille et cachés sous l'épais rideau des lichens, puis des tours carrées à créneaux dépareillés. L'interminable courtine monte, descend, s'infléchit, se redresse, court à perte de vue en épousant les dénivelations du sol. À 6 heures du soir, halte d'une demi-heure à Qingqiu, dont je n'ai fait qu'entrevoir quelques hautes pagodes, et vers 10 heures, halte de 45 minutes à Xingan, dont je n'ai même pas aperçu la silhouette. Toute la nuit a été employée à parcourir les 300 kilomètres qui nous séparent cette ville de Honan, où nous avons stationné pendant 1 heure. Je pense que des Londoniens n'auraient pas eu de peine à se figurer que cette ville de Honan était Londres, et il est possible que Mistress et Frinell s'y soient trompés. Ce n'est pas qu'il y eût là un Strand avec son extraordinaire va-et-vient de passants et de voitures, ni une Tamise avec son prodigieux mouvement de gabarres et de bateaux à vapeur. Non, mais nous étions au milieu d'un brouillard si britannique qu'il était impossible de rien voir, ni des maisons, ni des pagodes embrumées. Ce brouillard a duré toute la journée, ce qui a rendu la marche du train assez difficile. Ces mécaniciens célestes sont véritablement très entendus, très attentifs, très intelligents, et méritent d'être donnés en exemple à leurs confrères des railways occidentaux. 1000 chroniques. Nous ne sommes pas favorisés pour notre dernier jour de voyage avant d'arriver à Tientsin. Que de copies perdues, que de reportages anéantis au milieu de ces insondables vapeurs. Je n'ai rien vu des gorges et ravins à travers lesquels circule le grand transasiatique. Rien de la vallée de l'Ungan, où nous stationnons à 11 heures. Rien des 230 kilomètres que nous avons franchis sous les volutes d'une sorte de buée jaunâtre, digne de ce pays jaune,
pour faire halte vers 10 heures du soir à Taïwan. Ah, la maussade journée. Heureusement, le brouillard s'est dissipé dès les premières heures de la soirée. Il est bien temps maintenant qu'il fait nuit, et une nuit très obscure. Je vais à la buvette de la gare où j'achète quelques gâteaux et une bouteille de vin. Mon intention est de rendre une dernière visite à Kinko, le voyageur clandestin. Nous boirons ensemble à sa santé, à son prochain mariage avec la jolie Roumaine. Il aura voyagé en fraude, je le sais bien, et si le grand transasiatique le savait, mais le grand transasiatique ne le saura pas. Pendant la halte, le seigneur Farruskar et Ganjir se promènent sur le quai le long du train. Cette fois, ce n'est point le wagon au trésor qui attire leur attention, c'est le fourgon de tête, et ils semblent y mettre une extrême insistance. Et est-ce qu'ils se douteraient que Kinko? Non, cette hypothèse est invraisemblable. Ce sont le chauffeur et le mécanicien qui paraissent être plus particulièrement l'objet de leur examen. Ce sont deux braves Chinois qui viennent de prendre leur tour de service, et peut-être le seigneur Farruskar n'est-il pas fâché de voir à quels gens est confié, avec le trésor impérial, la vie d'une centaine de voyageurs. L'heure du départ sonne, et à minuit la machine démarre en lançant de violents coups de sifflet. Ainsi que je l'ai dit, la nuit est très noire, sans lune, sans étoiles. De longs nuages rampent à travers les basses zones de l'atmosphère. Il me sera facile de m'introduire dans le fourgon sans être aperçu. Au total, je n'aurai pas abusé de mes visites à Kinko pendant ces 12 jours de voyage. En ce moment, Popov me dit: Vous n'allez pas dormir, monsieur Bombarnac? Je ne tarderai pas, ai-je répondu. Après cette journée brumeuse qui nous a chambrés dans nos wagons, j'ai besoin de respirer en plein air. Où le train doit-il s'arrêter? À Fuenshu, lorsqu'il aura dépassé le point où vient s'embrancher la ligne de Nanking. Bonsoir, Popov. Bonsoir, monsieur Bombarnac. Me voici seul. L'idée me prend alors de me promener jusqu'à l'arrière du train, et je m'arrête un instant sur la plateforme qui précède le wagon au trésor. Tous les voyageurs, à l'exception des gendarmes chinois, dorment de leur dernier sommeil. Le dernier, s'entend, sur le railway du Grand Transasiatique. Revenu à l'avant du train, je m'approche de la logette où Popov me paraît être profondément endormi. Salut, Diana! Putain, je revois du monde que j'avais pas vu depuis très longtemps. Hier, c'était Zoéko. J'ouvre alors la porte du fourgon, je la referme et je signale ma présence à Kinko. Le panneau s'abaisse, la petite lampe nous éclaire. En échange des gâteaux et de la bouteille de vin, je reçois les remerciements de ce brave garçon, et nous buvons à la santé de Zinka Klork, avec laquelle je ferai demain connaissance. Donc demain, on doit arriver à Pékin, où Zinko va se marier, avec Zinka. Il est minuit 50. Dans une dizaine de minutes, ainsi que l'a dit Popov, nous aurons dépassé l'endroit d'où se détache l'embranchement de la ligne de Nanking. Cet embranchement, établi seulement sur une longueur de 5 ou 6 km, conduit au viaduc de la vallée de Zhu. Ce viaduc est un gros ouvrage. Je tiens ces détails de Pan Chao. Les ingénieurs chinois n'en ont encore édifié que les piles, dont la hauteur est d'une centaine de pieds au-dessus du sol. C'est au raccordement de cet embranchement avec le Grand Transasiatique qu'est placée l'aiguille qui permettra de diriger les trains sur la ligne de Nanking. Mais le travail ne sera vraisemblablement pas terminé avant 3 ou 4 mois. Comme je sais que nous devons faire halte à Fuenchou, je prends congé de Kinko avec une bonne poignée de main et je me relève pour sortir. En ce moment, il me semble que j'entends marcher sur la plateforme à l'arrière du fourgon. Prenez garde, Kinko, dis-je à mi-voix. La petite lampe s'éteint aussitôt, et nous restons tous les deux immobiles. Je ne me suis pas trompé, quelqu'un cherche à ouvrir la porte du fourgon. Votre panneau, dis-je. Le panneau est relevé, la caisse s'est refermée, et je suis seul au milieu de l'obscurité. Tiens, quelqu'un arrive dans le fourgon des bagages, où est caché notre voyageur clandestin. Bonsoir, Eileen Girl. Évidemment, ce ne peut être que Popov qui va entrer. Que pensera-t-il s'il me trouve là? La première fois que j'ai rendu visite au jeune Roumain, je me suis déjà caché entre les colis. Eh bien, je vais m'y cacher une seconde fois.
Lorsque je serai blotti derrière les caisses de Fulk et Fresnel, il n'est pas probable que Popoff puisse m'apercevoir, même à la clarté de sa lanterne. Cela fait, je regarde. Ce n'est pas Popoff, car il aurait apporté sa lanterne. Qui est-ce? J'ai deux questions à vous poser. Vas-y, Eline, pose. J'essaie de reconnaître quelles sont les personnes qui viennent d'entrer. C'est difficile, elles n'ont fait que glisser entre les colis. Et après avoir ouvert la porte antérieure du fourgon, elles l'ont refermée derrière elles. Ce sont des voyageurs du train, nul doute à cet égard. Mais pourquoi en cet endroit, à cette heure? Il faut le savoir. J'ai le pressentiment qu'il se machine là quelque chose. Peut-être en écoutant. Je m'approche de la paroi antérieure du fourgon, et malgré les ronflements du train, j'entends assez distinctement. 1000 et 10 000 diables, je ne me trompe pas. C'est la voix du seigneur Farusquiar. Il cause avec Gangir en langue russe. C'est bien lui. Les 4 Mongols l'ont accompagné. Mais que font-ils là? Pour quel motif ont-ils pris place sur la plateforme qui précède le tender? Et que disent-ils? Ce qu'ils disent, le voici. Ces demandes et ces réponses, échangées entre le seigneur Farusquiar et ses compagnons, je n'en perds pas un mot. Quand serons-nous à l'embranchement? Dans quelques minutes. Est-on sûr que Kardec soit à l'aiguille? Oui, puisque cela est convenu. Qu'est-ce qui est convenu? Et quel peut être ce Kardec dont il parle? La conversation reprend. Il faudra attendre que nous ayons aperçu le signal, dit le seigneur Farusquiar. N'est-ce pas un feu vert? Demande Gangir. Oui, il indiquera que l'aiguille est faite. Je ne sais plus si j'ai toute ma raison. L'aiguille faite? Quelle aiguille? Étrange. Étrange, étrange. Est-ce que c'est correct de dire je ne pourrais pas aller sans que je vous dise? Non, ce n'est pas correct. Est-ce que c'est correct de dire je ne pourrais pas aller? Aller où? Sans que je vous dise parce que c'est du subjonctif. Une demi-minute s'écoule. Ne conviendrait-il pas de prévenir Popov? Oui, il le faut. J'allais me diriger vers l'arrière du fourgon, lorsqu'une exclamation me retient. Le signal, voici le signal, s'est écrié Gangir. Et maintenant, le train est lancé sur la ligne de Nanking, réplique le seigneur Faruscar. Sur la ligne de Nanking? Mais alors nous sommes perdus. À 5 kilomètres d'ici se trouve le viaduc de Zhou en construction, et c'est vers un abîme que le train se précipite. Ça c'est bizarre. Donc Farusquiar a fait en sorte que le train soit dévié vers le viaduc qui n'est pas terminé. Pourquoi fait-il ça? Décidément, le major Noltids ne s'était pas trompé sur le compte du seigneur Farusquiar. Je comprends le projet de ces misérables. L'administrateur du Grand Transasiatique n'est qu'un malfaiteur de la pire espèce. Il n'a accepté les offres de la compagnie que pour attendre l'occasion de préparer quelques bons coups. L'occasion s'est présentée avec les millions du Fils du ciel. Oui, toute cette abominable machination m'est révélée maintenant. Si Feruscar a défendu le trésor impérial contre Kitsang, ce n'était que pour l'arracher à ce chef de bandits qui avait arrêté le train et dont l'attaque venait de déranger ses criminels projets. Ça c'est drôle. Donc, parce que le train a été attaqué pour se faire voler le trésor. C'est Faruscar qui a défendu le trésor en tuant l'ennemi. Mais en fait, c'est lui qui veut voler le trésor. Voilà pourquoi il s'était si bravement battu. Voilà pourquoi il avait risqué sa vie. Pourquoi il s'était conduit en héros. Et toi, pauvre bête de Claudius, qui t'es laissé prendre. Encore un impair. Allons, tu feras bien de soigner cela, mon ami. Avant tout, il faut empêcher ce coquin d'accomplir son œuvre. Il faut sauver le train qui est lancé à toute vitesse vers le viaduc inachevé. Il faut sauver les voyageurs qui courent à une épouvantable catastrophe. Du trésor que Farusquiar et ses complices espèrent s'emparer après l'anéantissement du train, je me moque comme d'une vieille chronique. Mais les voyageurs et moi, c'est autre chose. Il faut sauver les voyageurs du train qui se dirige vers le précipice. Sans que je dise, que tu dises, qu'ils disent. Sans que je vous dise.
C'est ça, tu as bien conjugué. Coucou, mon chaton. Alors, qu'ils vont tous mourir. Je veux rejoindre Popov. Impossible. Il semble que je sois cloué au plancher du fourgon. Ma tête se perd. Est-il donc vrai que nous roulions vers l'abîme? Non, je suis fou. Faruskia et ses complices y seraient précipités. Ils partageraient notre sort, ils périraient avec nous. En ce moment, des cris retentissent à l'avant du train. Des cris de gens qu'on tue, pas de doute. Le mécanicien et le chauffeur viennent d'être égorgés. Et je sens que la vitesse du train commence à diminuer. Le chauffeur du train vient d'être tué. Je comprends, l'un de ces misérables sait manœuvrer une machine, et le ralentissement va leur permettre de sauter sur la voie, de s'enfuir avant la catastrophe. Enfin, je parviens à vaincre ma torpeur, trébuchant comme un homme ivre. C'est à peine si j'ai la force de ramper jusqu'à la caisse de Kinko. Là, en quelques mots, je lui apprends ce qui s'est passé, et je m'écrie. Nous sommes perdus. Non, peut-être, répond-il. Avant que j'aie pu faire un mouvement, Kinko est sorti de la caisse. Il se précipite vers la porte du fourgon et grimpe sur le tender en me répétant: Venez, venez. Est-ce que Kinko va les sauver? Diane a envoyé des gemmes, merci. Je ne sais comment cela s'est fait, mais en un instant, je me suis trouvé près de lui sur la plateforme de la locomotive. Les pieds dans le sang du chauffeur et du mécanicien qui ont été précipités sur la voie. Quant à Ferusquiar et à ses complices, ils ne sont plus là. Il y a mon petit chat qui, qui est là à la fenêtre, attendez. Eh bien, Joselito. Bon. Mais avant de s'enfuir, l'un d'eux a desserré les freins, largement ouvert les valves d'introduction de vapeur, chargé le foyer de combustible, et maintenant le train est lancé avec une vitesse effroyable. En quelques minutes, il aura atteint le viaduc de Ju. Kinko, énergique et résolu, n'a rien perdu de son sang-froid. Il y a le chat qui est en train de faire le fou dans le jardin. Mais en vain essaie-t-il de manœuvrer la manette, de contrebattre la vapeur, d'enrayer la marche en serrant les freins. Il ne sait comment fonctionnent ces robinets et ces leviers. Il faut prévenir Popov, m'écriai-je. Et que ferait-il? Non, il n'y a plus qu'un moyen. Lequel? Activer le feu, répond Kinko d'une voix calme. Charger les soupapes, faire sauter la locomotive. Est-ce donc le seul moyen? Moyen désespéré d'arrêter le train avant qu'il ait atteint le viaduc. Kinko vient d'enfourner des pelletées de charbon sur la grille du foyer. Il se produit un tirage excessif qui appelle des masses d'air à travers la fournaise. La pression monte, la vapeur fuit par les soupapes au milieu des sifflements des joints, des ronflements de la chaudière, des hurlements de la machine. La vitesse s'accélère et doit dépasser 100 km. 100 km, ce n'est pas une vitesse. 100 km/h, je pense. Mon chaton. Allez, me crie Kinko, et que tout le monde se réfugie dans les derniers wagons. Et vous, Kinko? Allez, vous dis-je. Et je le vois s'accrocher des deux mains aux soupapes et peser de tout son poids sur leur levier. Mais allez donc, me crie-t-il. J'escalade le tender, je franchis le fourgon, je réveille Popov, hurlant de toutes mes forces. À l'arrière, à l'arrière. Quelques voyageurs, brusquement tirés de leur sommeil, se hâtent de quitter les premiers wagons. Soudain retentit une effroyable explosion, qui est suivie d'une violente secousse. Le train éprouve d'abord comme un mouvement de recul, puis emporté par la vitesse acquise, il continue de rouler pendant un demi-kilomètre. Il s'arrête enfin. Waouh, ils ont fait exploser la locomotive pour arrêter le train en urgence, avant qu'il se jette dans le précipice. Popov, le major, M. Caterna, la plupart des voyageurs, nous sautons aussitôt sur la voie. Un enchevêtrement d'échafaudages apparaît confusément au milieu de l'obscurité, au sommet des piles qui doivent porter le viaduc de la vallée de Ju. 200 pas plus loin,
Le train du Grand Transasiatique était englouti dans l'abîme. Attendez, le train est... Je relis. Nous sautons sur la voie. Un enchevêtrement d'échafaudages apparaît confusément au milieu de l'obscurité, au milieu des piles qui doivent porter le viaduc de la vallée de Joux. 200 pas plus loin, le train du Grand Transasiatique était englouti dans l'abîme. Je comprends pas, le train s'est arrêté, mais il est quand même tombé. Bon, chapitre suivant. Chapitre 25. Je sais pas si c'est le dernier chapitre que je lis pour ce soir. Et moi qui demandais des éléments de chronique, qui craignais les ennuis d'un voyage monotone et bourgeois de 6000 kilomètres, au cours duquel je n'aurais rencontré ni une impression ni une émotion susceptible de revêtir la forme typographique. Il n'en est pas moins vrai que j'ai commis une sottise de plus, et une fameuse. Ce seigneur Farusquiar, dont j'ai fait par dépêche un héros pour les lecteurs du XXe siècle, décidément, avec mes bonnes intentions, je mérite de prendre rang entre les meilleurs baveurs de l'enfer. Oui, parce que Claudius Bombarnac avait écrit pour son journal que Farusquiar était un héros, et en fait, c'était un brigand. Nous sommes, je l'ai dit, à 200 pas de la vallée de Joux, large dépression qui a nécessité l'établissement d'un viaduc long de 350 à 400 pieds. Le talweg de cette vallée, semé de roches, est à 100 pieds de profondeur. Si le train eût été précipité au fond de ce gouffre, pas un de nous n'en serait sorti vivant. Cette mémorable catastrophe, très intéressante au point de vue du reportage, se fut chiffrée par une centaine de victimes. Mais grâce au sang-froid, à l'énergie, au dévouement du jeune Roumain, nous avons échappé à cet effroyable sinistre. D'accord, je comprends la fin du chapitre précédent. Quand il dit le train du Grand Transasiatique était englouti dans l'abîme, en fait c'est du conditionnel. Le train n'est pas tombé. C'était pas très clair. Donc grâce au sang-froid, à l'énergie, au dévouement du jeune Roumain, nous avons échappé à cet effroyable sinistre. Tous, non. Kinko a payé de sa vie le salut de ses compagnons du voyage. Donc en sauvant tout le monde, Kinko est mort, en faisant exploser la locomotive. C'est triste. En effet, au milieu du désarroi général, mon premier soin a été de visiter le fourgon des bagages, qui est resté intact. Évidemment, si Kinko avait survécu à l'explosion, il avait dû rentrer dans ce fourgon, réintégrer sa prison roulante, attendre que je puisse me mettre en communication avec lui. Hélas, la caisse est vide. Vide comme celle d'une société en faillite. Kinko a été victime de son sacrifice. Ainsi, il y avait un héros parmi nos compagnons de voyage. Et ce n'était pas ce Faruscar, abominable bandit caché sous la peau d'un administrateur, dont j'ai si maladroitement jeté le nom aux quatre coins du monde. C'était ce Roumain, cet humble, ce petit, ce pauvre fiancé, que sa fiancée attendra vainement, qu'elle ne doit plus jamais revoir. Eh bien, je saurai lui faire rendre justice. Je dirai ce qu'il a fait. Son secret, je me reprocherai de le garder. S'il a fraudé la compagnie du Grand Transasiatique, c'est grâce à cette fraude que tout un train de voyageurs a été sauvé. Nous étions perdus, nous périssions de la plus épouvantable des morts, si Kinko n'eût été là. Oui, parce qu'il voyageait clandestinement, il n'avait pas le droit d'être dans le train, mais c'est quand même lui qui a sauvé tout le monde. Je suis redescendu sur la voie, le cœur gros, les yeux pleins de larmes. Certes, le coup de Faruscar, au travers duquel s'était jeté son rival Kitsang, était habilement combiné en utilisant cet embranchement de 6 kilomètres qui conduit au viaduc inachevé. Rien n'était plus facile que d'y engager le train si un complice manœuvrait l'aiguille au raccordement des deux lignes. Puis, dès qu'un signal aurait indiqué que nous étions lancés sur l'embranchement, il n'y aurait plus qu'à gagner la plateforme de la locomotive, à égorger le mécanicien et le chauffeur, et cela fait,
à s'enfuir en profitant du ralentissement de la machine, à laquelle son foyer surchauffé ne tarderait pas à rendre toute sa vitesse. Et maintenant, il n'est pas douteux que ces coquins, dignes des tortures les plus raffinées de la justice chinoise, se dirigent en toute hâte vers la vallée de Zhou. C'est là, parmi les débris du train, qu'ils comptent retrouver les 15 millions d'or et de pierres précieuses. Et ce trésor, ils pourront l'emporter sans risquer d'être surpris, et la nuit leur permettra de consommer cet épouvantable crime. Ça, c'est le plan qu'avaient les méchants, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Eh bien, ils seront volés, ces voleurs, et je l'espère, un si abominable forfait leur coûtera la tête, à tout le moins. Je suis seul à savoir ce qui s'est passé, mais je le dirai, puisque le pauvre Kinko n'est plus. Oui, mon parti est pris, je parlerai dès que j'aurai vu Zinka Clark, la fiancée de Kinko. Il convient que la pauvre fille soit prévenue avec précaution. Je ne veux pas que la mort de son fiancé soit ébruitée et la frappe comme un coup de foudre. Oui, demain, dès que nous serons arrivés à Pékin. Après tout, si je ne veux rien raconter encore de ce qui concerne Kinko, je puis du moins dénoncer Faruskiar, Gangir et les 4 Mongols, leurs complices. Je puis dire que je les ai vus traverser le fourgon, que je les ai suivis, que je les ai compris pendant qu'ils s'entretenaient sur la plateforme, que j'ai entendu les cris des malheureux égorgés à leur poste, que je suis alors revenu vers les wagons en criant « À l'arrière, à l'arrière !» Au surplus, ainsi qu'on va le voir, un autre que moi, dont les trop justes soupçons se sont changés en certitude, n'attend que l'occasion de dénoncer le prétendu seigneur Faruskiar. En ce moment, nous sommes groupés à la tête du train. Le major Noltitz, le baron allemand, M. Katarna, Fulk et Frinel, Pan Chao, Popov, une vingtaine de voyageurs environ. Il va sans dire que les gendarmes chinois, fidèles à leurs consignes, sont restés près du trésor, que pas un d'eux n'aurait osé l'abandonner. L'employé du dernier fourgon vient d'apporter les fanaux de queue, et leur puissante lumière permet de voir en quel état se trouve la locomotive. Si le train, qui était alors animé d'une excessive vitesse, ne s'est pas arrêté brusquement, ce qui eût amené sa destruction totale, c'est que l'explosion s'est produite à la partie supérieure et latérale de la chaudière. Les roues ayant résisté, la locomotive a continué de courir sur les rails assez longtemps pour amortir sa rapidité. Il en résulte donc que le train a fait halte de lui-même, et c'est pourquoi les voyageurs en ont été quittes pour une violente secousse. Quant à la chaudière et à ses accessoires, il n'en reste que d'informes débris. Plus de cheminée, plus de dôme ni de boîte à vapeur, rien que des tôles éventrées, des tubes rompus et tordus, rien qu'un tuyautage crevé, des cylindres faussés, des bielles désarticulées, des plaies béantes à ce cadavre d'acier. Et non seulement la locomotive est détruite, mais le tender est hors de service. Ses caisses à eau sont défoncées, et son chargement de charbon a été dispersé sur la voie. Pour le fourgon de bagages, c'est miracle qu'il n'ait été qu'à peine endommagé. Et devant les terribles effets de cette explosion, je comprends qu'il ne soit pas resté une seule chance de salut au jeune Roumain, qu'il ait été tué, déchiré, mis en lambeaux. Aussi, lorsque je me suis traîné sur la voie pendant une centaine de mètres, n'est-il pas étonnant que je n'ai plus rien trouvé de lui? Moi, j'ai le pressentiment qu'il n'est pas mort, hein. Personne ne l'a vu mourir. Nous regardons ce désastre en silence d'abord, puis les propos commencent à s'échanger. Il n'est que trop certain, dit un des voyageurs, que notre chauffeur et notre mécanicien ont péri dans l'explosion. Les pauvres gens, répond Popov. Mais je me demande comment le train a pu s'engager sur l'embranchement de Nanking et comment ils n'en sont pas aperçus. La nuit est très obscure, fait observer Fulke Frinel, et le mécanicien n'aura pu voir que l'aiguille avait été faite. C'est la seule explication possible, répond Popov, car il eût essayé d'arrêter le train et au contraire, nous étions lancés à une vitesse effroyable. Là, on a les voyageurs qui font des hypothèses sur ce qui s'est passé, alors que nous, on sait ce qui s'est passé. Mais enfin, dit Pan Chao, d'où vient que l'embranchement sur Nanking était ouvert, puisque le viaduc de Zhou n'est pas achevé? L'aiguille avait donc été manœuvrée. Cela est hors de doute, répond Popov, et c'est probablement par suite de négligence. Non, de malveillance,
réplique Fulk et Fresnel. Il y a eu crime. Un crime prémédité pour amener la destruction du train et la perte des voyageurs. Et dans quel but demande Popov. Dans le but de voler le trésor impérial, s'écrie Fulk et Fresnel. Oubliez-vous donc que ces millions devaient tenter des malfaiteurs? Est-ce que ce n'est pas pour le piller que notre train a été attaqué entre Tchertchen et Tcherkalik? L'Américain ne savait pas si bien dire. Ainsi, dit Popov, après l'agression de Kitsang, vous pensez que d'autres bandits? Jusqu'alors, le major Noltitz n'avait point pris part à ce colloque, mais le voici qui interrompt Popov et dit en élevant la voix de manière à être entendu de tous. Où donc est le seigneur Faruskiar? Parce que Noltitz avait des doutes sur le seigneur Faruskiar et il avait bien raison de s'en méfier. Chacun se retourne et cherche à voir ce qu'est devenu l'administrateur de la compagnie. Où donc est son compagnon Ganjir? Reprend le major. Pas de réponse. Où sont donc les 4 Mongols qui occupaient le dernier wagon? Demande le major Noltitz. Aucun d'eux ne se présente. On appelle le seigneur Faruskiar une seconde fois. Le seigneur Faruskiar ne vient pas à l'appel. Popov pénètre dans le wagon où se tenait habituellement ce personnage. Le wagon est vide. Vide? Non. Sir Francis Trevelyan est tranquillement assis à sa place, absolument étranger à ce qui se passe. Est-ce que cela le regarde, ce gentleman? Et ne doit-il pas se dire que sur ces railways russo-chinois, c'est bien le comble de l'incurie et du désordre? Une aiguille ouverte, on ne sait par qui. Un train prenant une fausse voie. Quelle administration aussi ridicule que moscovite! Eh bien, dit alors le major Noltitz, le malfaiteur qui a lancé le train sur l'embranchement de Nanking, celui qui a voulu le précipiter au fond de la vallée de Zhou pour s'emparer du trésor impérial, c'est Faruskiar. Faruskiar? S'écrient les voyageurs. Et la plupart refusent d'ajouter foi à l'accusation formulée par le major Noltitz. Et pourtant, il a raison. Comment, dit Popov, ce serait cet administrateur de la compagnie qui s'est si courageusement conduit pendant l'attaque des bandits, qui a tué de sa main Kitsang, leur chef? J'entre en scène alors. Le major ne se trompe pas, dis-je. C'est ce Faruskiar qui a préparé ce joli coup. Et, au milieu de la stupéfaction générale, je raconte ce que je sais, ce que le hasard venait de m'apprendre. Je dis comment j'ai surpris le plan de Faruskiar et des Mongols, alors qu'il était trop tard pour en empêcher l'exécution. Et je ne sais que ce qui concerne l'intervention de Kinko. Lorsque le moment sera venu, je saurai lui faire rendre justice. À mes paroles succède un concert de malédictions et de menaces. Quoi, ce seigneur Faruskiar, ce superbe Mongol, ce fonctionnaire que nous avons vu à l'œuvre? Non, c'est impossible. Mais il faut se rendre à l'évidence. J'ai vu, j'ai entendu. J'affirme que Faruskiar est l'auteur de cette catastrophe où tout notre train devait périr, qu'il est bien le plus affreux bandit qui ait jamais opéré en Asie centrale. Vous le voyez, monsieur Bombarnac, mes premiers soupçons ne m'avaient pas trompé, me dit à part le major Noltitz. Il n'est que trop vrai, ai-je répondu, et je conviens, sans fausse honte, que je me suis laissé prendre aux grandes manières de cet abominable coquin. Monsieur Claudius, ajoute monsieur Catarna, qui vient de nous rejoindre, mettez cela dans un roman, et vous verrez si l'on ne crie pas à l'invraisemblance. Monsieur Catarna a raison, mais si invraisemblable que cela soit, cela est. Et en outre, pour tous excepté pour moi qui suis dans le secret de Kinko, il y a lieu de regarder comme un miracle que la locomotive ait été arrêtée sur le bord de l'abîme par cette explosion providentielle. Maintenant que tout danger a disparu, il s'agit de prendre immédiatement des mesures afin de ramener les wagons du train sur la ligne de Pékin. Le plus simple, dit Popov, c'est que quelques-uns de nous se dévouent. De cela, j'en serai, s'écrie M. Catarna. Que faut-il faire? Ai-je ajouté. Gagner la station la plus rapprochée, reprend Popov, celle de Fuanchou, et de là, télégraphier à la gare de Taiyuan d'envoyer une locomotive de secours. À quelle distance est cette station de Fuanchou? Demande Fulk-Fresnel. Environ à 6 km de l'embranchement de Nanking, répond Popov, et la gare de Fuanchou se trouve à 5 km au-delà. 11 km, reprend le major, c'est l'affaire d'1 heure et demie pour de bons marcheurs.
Avant 3 heures, la machine expédiée de Taïwan peut avoir rejoint le train en détresse. Je suis prêt à partir. Moi aussi, je dis Popov. Moi aussi, je dit Popov, et je pense que nous ferons bien d'être en nombre. Il y a une erreur dans cette phrase. Il y a un mot, il y a un mot en trop. Moi aussi, dit Popov. Et je pense que nous ferons bien d'être en nombre. Qui sait si nous ne rencontrerons pas en route Faruskar et ses Mongols. Vous avez raison, Popov, répond le major Noltitz. Et de plus, soyons bien armés. Ce n'est que prudent, car les bandits qui ont dû se diriger vers le viaduc de Djou ne doivent pas être éloignés. Il est vrai, dès qu'ils auront reconnu que leur coup est manqué, ils se hâteront de déguerpir. Comment oseraient-ils, à 6, attaquer une centaine de voyageurs, sans compter les soldats chinois préposés à la garde du trésor impérial? Une douzaine de nous, dont M. Katarna, Pan Chao et moi, offrent d'accompagner le major Noltitz. Mais, d'un commun accord, nous conseillons à Popov de ne pas abandonner le train en lui assurant que nous ferons le nécessaire à Fuanchou. Donc, armés de poignards et de revolvers, il est 1h30 du matin. Nous suivons la voie qui remonte vers la bifurcation des deux lignes, marchant aussi rapidement que le permet cette nuit très obscure. En moins de 2 heures, nous arrivons à la station de Fuanchou, n'ayant fait aucune mauvaise rencontre. Évidemment, Faruskar aura rebroussé chemin. Ce sera donc à la police chinoise de s'emparer de ce bandit et de ses complices. Y parviendra-t-elle? Je le souhaite, sans trop l'espérer. À la station, Pan Chao s'abouche avec le chef de gare, lequel fait demander par le télégraphe qu'une locomotive soit immédiatement envoyée de Taïwan à l'embranchement de Nanking. Il est 3 heures, le jour commence à poindre, et nous revenons attendre la locomotive à la bifurcation. 3/4 d'heure après, de lointains sifflements l'annoncent, et elle vient stopper au raccordement des deux lignes. Dès que nous sommes entassés dans le tender, la locomotive s'engage sur l'embranchement, et une demi-heure plus tard, nous avions rejoint le train. L'aube est assez faite alors pour permettre au regard d'embrasser un large rayon. Sans en rien dire à personne, je me mets à la recherche du corps de mon pauvre Kinko, et je n'en retrouve même pas les débris. Comme la locomotive ne peut se placer en tête du train, puisqu'il n'existe en cet endroit ni double voie ni plaque tournante, il est décidé qu'elle marchera en arrière, en nous remorquant jusqu'à la bifurcation. Après avoir abandonné le tender et la machine qui sont hors d'usage, il en résultera que le fourgon dans lequel est placée la caisse, hélas vide, de l'infortuné roumain, se trouvera en queue de notre train. On part, et en une demi-heure, nous atteignons l'aiguille de la grande ligne de Pékin. Très heureusement, il n'a pas été nécessaire de revenir à Taïwan, ce qui nous a épargné 1h30 de retard. Avant de franchir l'aiguille, la locomotive est venue se mettre en direction sur Fuanchou. Puis les wagons ont été poussés un à un au-delà de la bifurcation, et le train s'est reformé dans les conditions normales. Dès 5 heures, nous courions avec la vitesse réglementaire à travers la province de Petchili. Je n'ai rien à dire de cette dernière journée de voyage, pendant laquelle notre mécanicien chinois n'a point cherché à regagner le temps perdu. Je lui rends cette justice, mais si quelques heures de plus ou de moins nous importent peu, il n'en est pas de même du baron Westminsterdorfer, qui doit prendre à Tientsin le paquebot de Yokohama. En effet, quand nous sommes arrivés vers midi, le paquebot était parti depuis 3/4 d'heure. Et dès que le globe-trotter allemand, le rival des Blie et des Bisland, s'est précipité sur le quai de la gare, ça a été pour apprendre que ledit paquebot sortait en ce moment des bouches de Peïho et prenait la pleine mer. Ça, c'est le voyageur allemand qui voulait faire le tour du monde en 39 jours pour battre le record. Il a raté son paquebot. Donc, c'est mal parti pour son record du tour du monde. Infortuné voyageur, qu'on ne s'étonne donc point si notre train essuie une formidable bordée de jurons teutoniques que le baron lance de tribord et de bâbord, lui dit M. Catarna. Et franchement, il a bien le droit de pester dans sa langue maternelle. Nous ne sommes restés qu'un quart d'heure à Tientsin. Que les lecteurs du XXe siècle me pardonnent donc si je n'ai pu visiter cette cité de 500 000 habitants. La ville chinoise et ses temples
le quartier européen où se concentre le mouvement commercial, les quais du Peïho, que des centaines de jonques remontent ou descendent. C'est la faute à Farusquiar. Et rien que pour avoir entravé mes fonctions de reporter, il mérite d'être supplicié par le plus fantaisiste des bourreaux de la Chine. Aucun incident n'a marqué les dernières étapes de notre parcours. Ce qui m'attriste profondément, c'est que la pensée que je ne ramène pas Kinko et que sa caisse est vide. Et lui qui m'avait chargé de l'accompagner chez mademoiselle Zinka Klork. Comment apprendrais-je à cette malheureuse jeune fille que son fiancé n'est pas arrivé en gare de Pékin? Enfin, tout se termine en ce bas monde. Même un voyage de 6 000 km sur la ligne du Grand Transasiatique. Et après un voyage de 13 jours, heure pour heure, notre train s'est arrêté aux portes de la capitale du Céleste Empire. Donc ils arrivent à Pékin et c'est la fin du chapitre et la fin de ce live. Il restera 2 chapitres que je lirai probablement demain. Donc je résume ce qui s'est passé dans ce qu'on a lu aujourd'hui. Le train a été, on va dire, dévié par Faruscar pour l'emmener vers un viaduc inachevé, pour que le train s'écrase et pour que Faruscar vole le trésor du train. Mais voilà, Kinko s'est sacrifié pour faire arrêter le train avant qu'il tombe dans le précipice. Les 2 bandits, la Faruscar et ses complices, ont disparu. Et on a réussi à remettre le train sur la bonne direction. Et on arrive maintenant à Pékin. Voilà où nous en sommes. Allez, ciao. Merci aux 3 personnes qui sont encore présentes. Je vous souhaite une bonne nuit. Tiens, Skander est arrivé. Allez, bisous à tous. Je vous souhaite une bonne nuit. Dormez bien, brossez-vous les dents, faites de beaux rêves. Et je vous dis à demain, matin ou soir. Bisous, ciao.